Bonjour à tous et bon week-end, puisque nous sommes déjà vendredi, comme tous les vendredis. Je vous dis à la même heure, bon week-end et sur la route, Quimbizotte bien. Dans un instant, on va recevoir M. Alex Boyou. Bonjour. Bonjour. Il est adjoint au maire à la ville de Basse-Terre. Pourquoi? Parce qu'à Basse-Terre, on va avoir ça. On va regarder un peu. Le festival, le premier festival de Basse-Terre culturel, très important. Ça va commencer le 4 mai, si je me trompe pas. Le 3 mai. Le 2 mai, on va en parler tout à l'heure avec Alex Boyou qui est venu spécialement. On va parler aussi avec l'un des partenaires de ce festival. Je vais parler de M. Poumarou, qui est directeur de l'archipel à Basse-Terre, puisque ça quitte passer à Basse-Terre, imaginez ça à l'archipel à Basse-Terre. On va recevoir Maddy Chéniking un peu tout à l'heure, un peu plus tard, organisatrice du salon des loueurs saisonniers. Loïc Martel, conseiller municipal de Pointe-à-Pitre, mais c'est important de recevoir des conseillers municipaux de Pointe-à-Pitre en ce moment, puisque l'actualité est très pointoise depuis quelques jours. Puis on va terminer avec Manik Siar, TTK, chroniqueuse du ZCL News. Une voix, une histoire, des images. Les informations, c'est Iman News. Bonjour. Bonjour Dani, bonjour à tous. Aujourd'hui, au niveau de l'actualité, on parlera de la réunion CAPEPEC, donc contre la fermeture de la classe Ulysse sur Capesterre-Bello. Cette classe qui ne va pas fermer suite à cette réunion. On parlera aussi du débat qui a eu lieu sur Sainte-Anne, Timoun-en-Oula-Jol, donc les conséquences sur les familles. C'était un débat qui a eu lieu donc ce jeudi, l'occasion de pouvoir apporter des pistes de réflexion par rapport à cette problématique. On reviendra aussi sur les derniers jours de la visite de la ministre déléguée aux Outre-mer et notamment sa visite sur les barrages anti-sargasses. Et on fera aussi un petit point avec Maurice Cessé sur les JO qui arrivent à grands pas. Voilà pour la. Qui arrivent en Guadeloupe ou en France? En France. En France, d'accord. Ok, merci. On commence l'actualité. C'est parti pour le premier sujet. Donc, parlons de cette classe Ulysse, donc sur Capesterre-Bello. C'est un dispositif qui permet d'accueillir des enfants en situation de handicap. Et une question se posait justement par rapport à la fermeture de cette classe. Vianney Valverde était avec eux lors de cette réunion au rectorat. On voit ce sujet ensemble. Là, ici, au rectorat, après, effectivement, que des parents, des papas et mamans enfants réunis à mobiliser à Capesterre de Guadeloupe, eh bien, pas d'avoir, effectivement, ils ont compris, effectivement, ils ont dit qu'ils ont fermé ces classes Ulysse-là. On a rappelé ces classes Ulysse-là, c'est des classes qui ont encadré des petits monde en situation d'handicap. Nos inquiétudes, c'était de fermer une classe et de délocaliser nos enfants ailleurs. Donc là, on sera rassurés et on veille à l'œil, on se met à l'œil pour surveiller. Nous avons bien constaté que nous avons malentendu, visiblement, c'est ça qu'il faut nous comprendre, nous avons malentendu, et qu'il n'y a pas question, effectivement, de fermer classe Ulysse, il n'y a pas de question, effectivement, de fermer classe Ulysse, c'est simplement, dans des termes, ils ont fait une sémantique avec nous, fait nous comprendre, effectivement, qu'il n'y a pas question de fermer, et qu'ils ont réajusté, ils ont fait un travail en profondeur, pour savoir effectivement des petits gens qui sont à proximité de l'école-là, ça qui est loin, etc. Et puis dispatcher effectivement les différents Ulysse qui existaient sur ce territoire-là. Et finalement, nous faisons pas dire effectivement, nous maintenir effectivement les dispositifs qui étaient existés et que finalement, chaque année, comme la procédure veille, eh bien, nous avons vrai effectivement s'il faut mettre s'il faut ajouter mais en tout cas, nous maintenir effectivement les dispositifs là qui existaient là. On ne voulait pas que les enfants aient un tel gîte, on voulait les enfants restent à Capesterre. Donc, on est contente là maintenant. Donc, les enfants restent à Capesterre. Entre 2024-2025, les enfants seront à Capesterre. Ça permet effectivement de mettre en avant qu'il y a des enfants en situation de handicap et que ce qu'on a pu entendre effectivement, certains se sentent effectivement oubliés, écartés du dispositif normal. Donc l'objectif, c'est de se dire, ils sont là, il faut aussi les accompagner et de mettre les moyens pour pouvoir justement aider ces enfants à s'épanouir dans le système scolaire. C'est que la Guadeloupe a souffert d'une véritable politique d'encadrement assez handicapé là. Pas ni pour un bulletin global qui réfléchit, pas ni pour un travail de fond qui fait, pas ni pour un travail de concertation, d'interaction qui a fait entre les politiques, le rectorat et effectivement les papas et mamans enfants, et qui a fait que nous avons trouvé nous dans ce genre-là des malentendus comme ça, et nous avons besoin de faire tout ça pour effectivement un bulletin qui est normal.
Voilà, donc un dispositif qui permet d'avoir un accompagnement adapté pour ces enfants en situation de handicap. Alors, j'ajoute une petite information que je viens de recevoir. À Déby Bacas, ça a 2 ans qu'on parle au conseil d'école, qu'on a l'impression de se faire balader, car les réponses sont toujours de patienter. Les conséquences sont troubles de l'attention pour les enfants et du comportement accentué si les enfants n'augmentent pas leur consommation d'eau, plus maux de tête, risque de malaise, quel adulte accepte de travailler dans un bureau sans clim ni ventilateur, est-ce efficace? Et à plusieurs dans la même pièce, les parents de toutes les écoles du Moule sont invités donc à nous rejoindre le lundi 22 avril à 8h devant la mairie du Moule. Nous invitons aussi les médias, bien sûr on sera là. Place pour une couverture médiatique. Ça se passe au Moule. Vous voyez qu'il y a beaucoup de problèmes dans les écoles en ce moment. Et ça, c'est Karine Bayeux qui nous signale ça. Continue. Oui, on va parler maintenant de prison et de nos enfants qui sont parfois subissent cette expérience de prison. On va savoir quels sont les impacts pour la famille et justement un débat a été organisé sur Sainte-Anne pour tenter d'apporter des pistes de réflexion. Lohan Duhamel était parmi eux. On voit ce reportage ensemble. Ce soir, nous avons un certain nombre de personnalités, institutions qui vont nous accompagner. Le PPJ, le conseil régional, le conseil départemental, la gendarmerie nationale de Sainte-Anne et évidemment la police. Et évidemment les services au niveau de la CLSPD. Ce matin, j'étais avec le ministère de l'Intérieur, nous avons parlé. J'avais travaillé sur une question, déjà sur la question du père, et j'avais demandé donc, un entretien à une avocate qui m'avait entretenu sur les pères détenus. Et j'avais donc beaucoup appris de la prison, ça c'est déjà le premier point. Et donc je veux échanger avec les parents, singulièrement les parents, pour trouver des solutions pour l'accompagnement de ces enfants-là. Il y a des enfants qui souffrent, qui sont dans des prisons. Il faut trouver une porte de sortie. Il faut aussi dire aussi quelles sont les responsabilités de nos parents. Je pense aussi que l'histoire peut apporter des réponses sur, non pas les incidences de la prison sur la famille, mais sur tout le processus qui peut conduire en prison. Donc, je me suis dit que la grande histoire peut apporter des réponses, mais l'histoire personnelle aussi, l'histoire individuelle peut aussi apporter des réponses. Donc, j'ai accepté de faire cette conférence parce que moi, j'estime que je suis là aussi pour transmettre. Les mamans, les papas, souvent les papas sont un peu, laissent le rôle de père, reste à la charge de la maman. Donc c'est tout ça que nous voulons mettre en place et échanger sur cela et trouver des solutions. Simplement parce que j'ai un dispositif pour Sainte-Anne que nous devons avancer dessus. Le sujet du lien familial, parce que la question de l'emprisonnement des enfants en prison, la question de la prison elle-même, elle est étroitement liée à l'état du lien familial. Si le lien familial est fragile, ben, c'est peut-être le début du processus de l'incarcération. Oui, les parents ont répondu parce que dans la salle, il y a quelques parents, évidemment, il n'y a pas suffisamment. Mais au moins ceux qui sont là, ils seront porteurs de voix, de la bonne parole pour aller plus loin. Et je souhaite encore faire ces genres de rencontres pour que nous puissions diffuser ces informations et mettre un dispositif en place pour qu'on puisse se communiquer largement et fortement sur la ville de Sainte-Anne. Voilà, on y reviendra sur l'information tout à l'heure. Je vous l'ai dit, Bastère va inaugurer son premier festival, ce sera à partir du 3, festival culturel patrimoine, et pour ça on a le responsable de l'action culturelle à la mairie de Bastère. Je vais parler de M. Boyau. Bonjour, M. Boyau. Bonjour, M. Zanonis, bonjour à vos téléspectateurs de Canal 10. Alors on peut dire que c'est un événement quand même pour Bastère. C'est un grand événement, c'est un temps fort, c'est le temps fort, c'est là qu'il va falloir être à Bastère du 2 au 5 mai, exactement, parce que nous allons là mettre en place une manifestation qui est unique en son genre. On parle de festival et je profite pour dire que ce festival a mûri dans les tuyaux, en tout cas du maire de Bastère et de son groupe, il y a 10 ans. Et aujourd'hui, 10 ans après, on voit sa concrétisation.
Oui, effectivement, Bastère va avoir son festival. Oui. Alors, c'est un festival culturel, alors, il s'appelle Patrimoine en Lumière. Pourquoi? Ah ben voilà. Alors, je me souviens donc d'une discussion avec un ami qui a l'habitude de mettre en place des festivals et il me disait attention Alex, un festival, ça se met pas comme ça en place. Il faut d'abord trouver son identité. Et c'est resté un peu dans un petit coin de ma tête. Et on a beaucoup planché sur justement cette réflexion, à savoir quoi faire. Parce qu'il y a tellement de festivals. Oui. Quoi faire pour se différencier des autres. Tout à fait. Alors l'idée nous est venue de... Tiens, pourquoi pas en cherchant, en fouillant. Ah ben voilà, Bastère, c'est ville d'art et d'histoire. Oui. Et comment? Il faut dire d'abord, c'est la capitale. C'est la capitale, il faut le dire, il faut nous blaguer. Parce que mon gars a oublié ça, tu vois. Non, c'est la capitale de la Guadeloupe et il fallait absolument que la capitale ait son festival. Oui. Et alors en planchant beaucoup, on s'est dit tiens, Bastère, ville d'art et d'histoire, l'occasion est belle pour mettre en exergue justement ce patrimoine. Oui. Alors l'idée nous est venue de, voilà, mais écoute, patrimoine, bon, patrimoine en lumière, Oui. ville d'art et d'histoire, et pourquoi? Alors je donne rendez-vous donc au public pour bien leur expliquer, mieux que moi en tout cas, avec notre historien qu'on ne prétend plus, M. René Bélénus, Oui, par dès exemple. le jeudi, à travers une conférence débat, justement la genèse, l'histoire justement de cette labellisation et comment le travail a été fait pour justement avoir cette labellisation sous l'ère Jérôme Cléry que tout le monde a connu à l'époque. Tout à fait. Et quand on dit Bastère, ville et de patrimoine, il y a du patrimoine à Bastère. Ah ben voilà, les gens passent tous les jours devant des bâtiments. Oui. Les gens... Ah bon. Les gens passent tous les jours. Oui. Les gens passent tous les jours devant des bâtiments et ils ne savent pas l'histoire de ces bâtiments. Oui. Et ce sont tous ces bâtiments, une vingtaine à peu près de mémoire, qui ont valu justement à travers un dossier bien costaud, qui ont valu à ce que Bastère obtienne la labellisation ville d'art et d'histoire. Oui. Effectivement. Alors, comment ça va s'organiser dans le festival? C'est-à-dire que je vois qu'il y a de la musique, des arts graphiques, du théâtre, de la danse, des arts du cycle, une toute bite, un cinéma. Mais voilà, alors quand j'ai parlé de festival unique en son genre, mais c'est ça. Ouais. Déjà, il faut le dire qu'il est gratuit. Oui. Il est gratuit. Ah. Et les gens vont dire, mais pourquoi c'est gratuit? Bastère Partout. non plus fort, hein, Voilà. Bastère. Il est gratuit. Alors que, et quand on passe en revue le détail de ce festival, on se dit, mais c'est pas possible que tout ça soit gratuit. Oui. Il faut rappeler quand même les conditions dans lesquelles le maire André Attala et son équipe sont arrivés aux affaires. Hein. On arrive en plein Covid, rappelez-vous bien, et le maire n'a jamais eu l'occasion justement de remercier ce public qui lui a permis d'être là où il est aujourd'hui. Et donc ce festival, c'est une manière pour le maire de remercier la population. Oui. Au-delà de celle de Bastère, de remercier. Donc voilà notre festival. Pour répondre à la question, comment ça va se passer? En regardant bien le détail du programme, ça va s'étaler sur tout Bastère. Et sur des points bien précis. Le Champ d'Arbaud et l'âme culturelle. Daniel, tu connais, tu sais. C'est l'âme culturelle de la ville. Vous pas parler de Champ d'Arbaud, un petit scoop. Hein. Hier, j'ai reçu Jacques Darbaud et il prévoit de faire quelque chose au Darbaud. Mais il a raison. Sur le Champ d'Arbaud. Il a le même orthographe, son nom. Non, mais il est d'origine, mais vraiment. D'origine, mais c'est super. Il a raison. Il a raison. Donc le Champ d'Arbaud qui est pour nous l'âme, ça va se dérouler ici en partie à travers donc le théâtre. Le Guada Circus, qui à l'occasion est partenaire donc de la ville sous cette opération, va planter donc ses chapiteaux et il y aura donc du théâtre, il y aura des ateliers prévus pour les enfants, les scolaires et le tout public. Ensuite, nous avons le cinéma d'Arbaud qui veut se refaire une beauté. Voilà, exactement. Et donc le cinéma d'Arbaud, Danick, tu le sais très bien, c'est notre patrimoine. Ben absolument. On ne peut pas passer le cinéma d'Arbaud là où on fait une match de football là au stade des Boués qui est notre côté. Directement d'Arbaud. C'est obligatoire. Donc le cinéma d'Arbaud joue le jeu. Et nous aurons donc des films aussi qui vont permettre aux gens de parcourir et surtout de visiter ce beau cinéma qui vient d'être mis en service. Ensuite, vous avez pas très loin l'archipel. On a parlé de notre ami Gérard Boumarou. Ah ben oui, on va l'avoir tout à l'heure. Absolument. Gérard Boumarou qui à cette occasion aussi aura donc son festival qui commence dès demain. De la jeunesse, oui. Absolument. Que nous avons intégré aussi dans notre programme et qui va nous parler donc de choses et d'autres pour les jeunes. Alors, nous parler, nous avons fait un petit parcours là, nous allons descendre dans la Jol. Ah ben tiens. Ah ben voilà. Et nous arrivons donc sur le boulevard du Archipel.
Archimède. Tout à fait. Ce fameux kiosque. Oui. Il faut le faire vivre, ce kiosque. Tout à fait. Et là, nous aurons donc un spectacle dans ce kiosque, de la salsa, je crois, qui va permettre aux gens aussi de découvrir aussi une des composantes, une des musiques qui, comment dirais-je, qui ont bercé notre enfance et qui fait partie de notre identité, puisque nous sommes dans la Caraïbe. Tout à fait. Pas oublier ça. Et ensuite, nous allons glisser tranquillement, pas très loin, nous avons le fort des Graisses. Tiens. Je parle du fort des Graisses. Oui. Comment ne pas parler du fort des Graisses, qui est la propriété du département, mais qui est un partenaire fort du festival. Oui, c'est l'un des plus beaux forts de la Caraïbe. Absolument, il faut le dire. Pour avoir visité la Caraïbe, c'est un fort incontournable. Absolument. Alors, ce fort des Graisses, à travers le département qui est un partenaire très fort, puissant, va nous permettre de mettre là un les roses. Ouais. Nous réunissons les roses. Comment on peut dire qu'au Coiffon Festival, on vendredi soir, au Pagnon Coutan. Alors, ce les roses va se dérouler pas loin donc de la fameuse œuvre monumentale. Oui, le point, n'est-ce pas, qui sera illuminé. Il y aura donc des lumières de partout. Il faut nous dire des projecteurs, d'ailleurs, sur tous les bâtiments de la ville, parce que patrimoine en lumière, c'est pas des lumières, c'est que les lumières là, il y a un problème. Donc, tous nos bâtiments seront donc éclairés, et donc les gens pourront admirer véritablement donc le fort, et surtout les artistes qui vont y jouer. Et je vois que c'est 700 atos. 700 atos. Oui. C'est 700 atos, c'est Thibaut qui les vient à Bébé Rospar, que nous pas présenter. Donc, on dit bon Goka, bon tambour, encore une histoire de notre pays, puisque n'oublions pas que le Goka est inscrit patrimoine merci monsieur immatériel de l'UNESCO. Nous le faisons vivre à travers donc ce festival. Et puis quand on parcourt encore, il y aura d'autres manifestations dans la ville même avec des artisans, un véritable village. Bastère va véritablement bouillonner pendant ces 3 jours, 3-4 jours. Alors il y a un truc quand même, j'ai remarqué dans le programme, c'est le vendredi, on fait un petit retour, dévoilement de la fresque de la rue du Nègre sans peur. Oui, c'est important. D'ailleurs, il y a des amis qui me disent Alex, il faut en parler au maire et tout, bon, la place des esclaves, c'est tout un débat. On préfère la rue du Nègre sans peur. Oui, là où il y a aussi des édifices qui ont marqué l'histoire de la ville. Vous avez donc Liensol, qui est plus bas. Plus haut, vous avez la maison Coquille. Tout à fait. Dans cette maison Coquille, il y a une très belle cour dans laquelle les gens pourront admirer un spectacle. Un spectacle qui sera assuré notamment par Stéphanie Mélion-Renette. Donc j'invite les gens à se rapprocher, à bien voir. Vous avez donc, on a parcouru, on est sorti depuis Darbo. Nous descendons, on a arrivé à Jol. Regarde où on est venu. On fait le tour, mais nous arrivons à Galis Bay. Et à Galis Bay, maison Coquille. Tu as parlé de la rue du Nègre sans peur. Plus bas, vous avez donc la maison Liensol. Mais il y a une autre famille avant la famille Liensol qui a fréquenté cette maison. Là, je donne rendez-vous donc à tout le monde le jeudi, à travers la conférence de M. René Bellénus, pour comprendre justement la genèse. Comment Bastère a pu obtenir cette labellisation, qui mieux que M. René Bellénus qui a fait sa thèse sous Bastère pour... Il a écrit un ouvrage absolument, de Bastère, absolument, faut le dire. Pour dire aux gens, voilà Bastère et comment cela s'est passé. Moi, je suis passé qualifié, mais en tout cas, après avoir fréquenté quand même un peu M. René Bellénus à travers ses discours, ses conférences, j'ai pu quand même avoir une petite idée sur l'affaire. Alors, est-ce qu'on a monsieur non, Poumarou. Toujours pas. Oui, Poumarou, on l'a, ça y est. Oui, alors, monsieur Poumarou, bonjour. Bonjour, monsieur Chazani. Alors, pratiquement, vous avez un forfait sur Canal 10, puisque hier soir, on était à Canal 10, mais où à Canal 10 encore de là. Exactement. Et c'est pour le soutien. Oui, et donc, je disais que l'Archipel est donc démarre son festival. 2 petits mots quand même sur son festival de jeunesse, en deux petits mots. Oui, voilà, c'est un festival, donc tous les 2 ans, on fait notre festival de jeunesse, et ce qui s'adresse à la jeunesse. Ça commence demain à travers des spectacles aussi, tout comme la ville de Bastère aussi. Donc nous, ce sera dans nos murs. Et puis surtout, on a le site, donc dans la continuité du Champ d'Arbo, qui sera animé. Là, il y a des chapiteaux, il y aura Géat Simoun, des apprentissages DJing, en fait tout ce qui concerne la jeunesse et les jeunes adultes. Et donc, depuis l'âge de 4 ans, et initiation au roller, vraiment ça va être, Bastère va être un ville qui bouge, enfin qui bouge depuis longtemps, hein. Oui. Mais au niveau culturel, ouais, ça, il y a d'autres ballons.
Ah oui, 4 points d'autres ballons. Et donc là, donc avec la ville de Basse-Terre, la municipalité, donc on a décidé de s'unir pour pouvoir vraiment donner une animation pendant 15 jours avec ce temps fort donc du patrimoine, du Festival du patrimoine, le 3-4. Et donc nous, on a parallèlement à cela, donc notre festival jeunesse qui se déroule avec des animations, donc dès demain, jusqu'au 4, le samedi, le mercredi prochain, samedi prochain, l'autre samedi. Oui. Et pour montrer que nous, quand même, c'est la Guadeloupe, on sera à Marie-Galante. Oui. On sera à Marie-Galante le mercredi 24 chez Henri, à 17h, pour pouvoir montrer un spectacle pour les enfants, pareil. D'accord, bon. Ben, Basse-Terre, ça va être la ville culturelle, en fait, hein, c'est ça? Basse-Terre, c'est toujours la ville culturelle. C'est que il y a moins de choses qu'avant, un petit peu moins de choses qui font rayonner qu'avant, mais Basse-Terre a toujours été la ville culturelle et vraiment pour y être tous les jours, il s'y passe des choses, vraiment. Et merci de nous donner cette visibilité, Dani, parce qu'en fait, c'est peut-être ça qui manque le plus à la ville de Basse-Terre. Mais non, mais on le sait, on fait tout ce qu'il faut pour, à part que, même si nous, j'arrive, il faut nous parler de Basse-Terre de toute manière. Mais oui. Basse-Terre pas si loin. Basse-Terre pas si loin qui ça. Mais non, je disais tout à l'heure à Alex que Basse-Terre, c'est comme la capitale. Voilà, tout à fait. Donc, c'est capitale qu'on parle de la capitale, quand même. Voilà, avec le patrimoine, tout le monde, enfin, moi, dans un certain âge, savent qu'il y a l'autre qui avait une Basse-Terre, ou pas qui avait un sandalimica, quoi. Voilà, exactement. Ça, c'est. Tout le monde savent ça. OK. Ah oui, OK, voilà. Bien, merci Gérard pour ce petit focus. Et à très bientôt. À très bientôt. Alors, Alex, samedi, je m'arrête sur un spectacle. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne à côté de toi, Iman, qui est une danseuse, chorégraphe, et je vois que le 18h30, le samedi 4, Diana Maricano Rodriguez fera un spectacle de danse. Oui. 18h30. 18h30, c'est bien ce que je vois. Oui, 18h30, danse Diana Marie, oui, tout à fait. Au Champ d'Arbour, sur le chapiteau en plus. Absolument. Mais juste avant de répondre à ta question, je ne sais pas si je l'ai fait parce que je vais me faire tirer les oreilles. Je salue donc le maire qui regarde là. Sinon, un peu André, et tous les collègues du conseil municipal, il y aura regardé. Et les autres amis qui regardent. Et Thierry aussi. Tout le monde, il y aura regardé tranquillement parce que bon, on vient de présenter Basse-Terre. Donc il faut nous faire ça bien. On Basse-Terre vient représenter Basse-Terre. Absolument. Donc oui, il y a de la danse. Comme tu as dit, nous parler de théâtre, qui est dessin, qui est lecture, atelier de lecture, donc il y a cinéma, de la musique, nous parler de voca. Donc c'est très divers en fait. En fait, on voit là, le côté diversité dans ce festival, est très cher à notre maire et qui permet aujourd'hui de dire que oui, ce festival il est unique. Il y a de la danse. Oui, donc effectivement, il y a une part belle à la danse. J'ai parlé de Stéphanie Mélion-Rinette. Et on a parlé à l'instant, donc à 18h30, de Diana Marie Cano Rodriguez sous le chapiteau du Champ d'Arbour. Il va falloir être présent. C'est un spectacle qui est vraiment qui va être extraordinaire. Qui dit danse dit harmonie, on dit corps et de l'esprit. Mais tout, on est invité. J'espère que vous serez là. Mais non, mais elle vient souvent à Basse-Terre. Je suis souvent à Basse-Terre. Bon, alors, donc elle sera là encore du 2 au 5. Il ne faut pas quitter Basse-Terre. C'est l'endroit où il va falloir être. Basse-Terre a un potentiel, on a l'habitude de le dire, Danick, il est unique, il a un potentiel énorme. Et ce festival est là justement pour montrer véritablement le côté unique de la ville. Et de toute manière, Alex, tu es venu aujourd'hui, mais avant là, on aura encore d'autres occasions. Non, l'occasion, nous voyons encore là. On a notre ami Michel Mado qui, normalement, devrait se joindre à nous. Il devait être là, mais pour des raisons d'emploi du temps, il n'a pas pu être là. Mais Michel Mado, pourquoi je parle de Michel Mado, que je salue, qui est le président de la commission culture du département, qui est un partenaire majeur dans cette affaire. Nous attendons donc, comment dirais-je, un partenariat consolidé de la part de la région qui nous a déjà reçus. À travers son président, M. Jean-Claude Nelson, que je salue. Nous avons des partenaires, des mécènes, c'est important. Et c'est pour ça que je dis souvent qu'une collectivité, oui, c'est une chose, mais quand vous mettez en place une telle manifestation,
il vous faut avoir des mécènes, des gens qui jouent le jeu, des gens qui comprennent que cette manifestation, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire uniquement du maire dans Je pose une dernière question. Oui. Est-ce que les aiglons sont prévus dans l'affaire? Mais et comment? Alors, on parle de patrimoine. Oui. On parle de patrimoine, Danick. Comment peux-tu imaginer une seconde qu'on ait pu passer à côté des aiglons? D'accord. Je rappelle que les aiglons à Basse-Terre, c'est un patrimoine. Oui. C'est un monument de la musique en Guadeloupe et singulièrement de Basse-Terre. Pas seulement de la Guadeloupe. Il y a tout partout. Premier disque d'or de la Guadeloupe. Avant Cassave. Avant Cassave. Oui. 200 000 Et exemplaires. ils ont 54 ans. Ouais. Le patron mythique est toujours présent. Bon pied bon de M. Michel Alexis, que je salue, Oui. avec son chanteur mythique Pierre, son frère. Absolument. Yola, ils sont vraiment très très contents. Ils vont clôturer justement ce festival. Donc, cuisse à mon voilà, voilà. Concert final Les le aiglons. dimanche 3 mai Absolument. à 18h30. Alors là, Mais n'oublions pas qu'avant ce fameux dimanche, oui. vous avez une soirée concert oui. extraordinaire. Je demande aux gens de regarder bien le programme qu'ils ont. Mais nous aurons donc concert d'Izzy Kananga, oui, qui aussi. vient avec ses amis. Wow. Wow. Oui, Et effectivement. juste après, vous avez du lourd aussi avec Mino Sinelu, Oui. qui nous vient avec des monstres de Alors il faut l'humour. rappeler que Mino Sinelu a joué pendant longtemps avec Miles Davis. Absolument. Oui, oui. Et Joe Cooker, mon Dieu, Whitney Houston, ce monsieur qu'on ne présente plus, et son fameux morceau Confiance, Oui, oui. donc qui va être encore On va le diffuser. On va le diffuser. il tient absolument justement à rendre hommage ce soir-là, lors de son concert, à Jacob Desvarieux. Ouais. Vim, il Aussi. a eu l'occasion de voir Rudy Benjamin avec moi parce qu'il était notre invité pour le carnaval. Il veut rendre un hommage à Vim qui serait d'accord sur le principe. À Vokoum, nos amis de Vokoum, ben oui. À Basse-Terre aussi. Mais oui, bien sûr. Fred Demetrius a déjà été contacté, il est d'accord sur le principe. Donc, nous allons vivre un moment extraordinaire. Je te salue, mon Oui, frère. mais mes chapeaux, non. Ouais. Bon, il va apprécier. Moi, mes casquettes, non. Il faut tout. Voilà, tout le monde aura Et sa Sébastien, casquette. et Madame aura sa c'est casquette, le son festival. t-shirt. Voilà. Mais voilà, il faut le Patrimoine montrer. en lumière. Il faut être là, il faut être présent. Et merci à Canadis qui joue le jeu. À chaque fois que j'ai eu l'occasion de participer, de mettre en place une, dans le cadre d'une organisation, une manifestation, tu m'as toujours là. ouvert donc ton Pas antenne. de problème. Merci beaucoup donc à toi, Danick, ton équipe, les Rodriguez, tout le monde Canadis, c'était derrière nous. Oui. Et on compte sur vous. Je crois qu'on a travaillé et on aura travaillé encore longtemps. Pas de problème. Voilà. Belle. Merci, Tout est dit. Il est 12h57. Première pause. On se retrouve tout à l'heure pour notre prochaine invité, Madly Schneeginking. Je suis sûr qu'elle a retrouvé la route. Cette fois-ci, pas peine dans le chemin. Et Loïc Martel sera aussi là tout à l'heure. Merci d'être venu. Il est déjà 13h03 dans le ZCL News. Merci d'être avec nous. Nous allons recevoir dans un instant Madly Schneeginking. Bonjour. Bonjour. Elle est bien arrivée. Et notre ami Loïc Martel, bonjour. Bonjour, monsieur Sandonis. Bonjour. Conseiller municipal de Pointe-à-Pitre et aussi membre de l'opposition. Et Pointe-à-Pitre est dans l'actualité ces jours-ci, donc il était normal que vous soyez notre invité. Merci beaucoup. On fait un petit rappel des informations, le fil de l'actu avec Iman News. Oui, on va revenir sur les derniers jours de la visite ministérielle. Et justement, la ministre déléguée aux Outre-mer s'est rendue sur les barrages anti-sargasses au large de Petit-Bourg. Une signature de convention a été faite pour permettre le financement de ces barrages, mais aussi les moyens terrestres et nautiques, notamment en matière de tractopelles nautiques. On va voir un reportage de Charlie Dagogna. Pour aller voir les barrages qui ont été posés ici au large de Petit-Bourg, après avoir signé en fait deux engagements de l'État, deux subventions auprès de deux communes, la commune de Goyave et la commune de Petit-Bourg, pour permettre aux communes, dans le cadre de leur lutte contre les sargasses, de pouvoir financer des barrages flottants, qui sont ceux qu'on a été voir, mais aussi des moyens nautiques ou des moyens aussi terrestres et nautiques qui permettent de venir capter les algues avec des tractopelles aquatiques. On va expliquer ça dans le cadre de l'embarcation. Donc pour nous, c'est évidemment un sujet extrêmement important que la lutte contre les sargasses. Moi, je vous remercie beaucoup Sylvie Gustave Di Duflo pour son engagement en tant que présidente de l'OFB sur ce sujet, et puis aussi comme vice-présidente de la région aussi engagée sur ces sujets et qui nous accompagne.
il y a un certain nombre de choses qui est important de dire sur les sargasses. C'est à la fois les conditions sanitaires qui peuvent impacter les populations quand la sargasse arrive sur nos côtes, avec le gaz qui s'échappe et qui crée des vapeurs toxiques. C'est aussi, Sylvie le disait en bateau, c'est aussi le phénomène d'érosion de nos côtes. C'est-à-dire qu'en 6 ans, il y a des plages qui ont disparu avec l'invasion des sargasses. C'est aussi le phénomène, les conséquences que ça peut avoir sur le corail, sur la mangrove, sur les herbiers. Donc des conséquences extrêmement fortes également sur la biodiversité. Donc c'est très important que l'État soit aux côtés des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens dans cette lutte, et des communes, dans cette lutte contre les sargasses. L'année dernière, l'État avait financé 6,8 millions dans la lutte contre les sargasses. Cette année, ce sera 6 millions qui sera consacré à cette lutte. Donc c'est extrêmement important et on est aux côtés de ceux qui s'y investissent. C'est une bonne nouvelle supplémentaire pour nous. C'est-à-dire que nous avons commencé des chantiers afin de préserver nos populations et préserver l'environnement. Cette signature, c'est 553 000 € supplémentaires qui nous permettront d'acheter du matériel, de la mécanique, des engins qui seront en capacité de collecter les sargasses en mer, mais aussi des engins pour pouvoir collecter depuis la terre avec de longs bras. Donc nous sommes très satisfaits de cette visite puisque l'État vient pour reconnaître les travaux qui sont faits et nous donner des moyens supplémentaires afin de réussir cette opération-là. Voilà, on va revenir tout à l'heure sur les derniers jours de cette visite. Mais alors, avant de donner la parole à M. Martol pour avoir un petit peu de pointe-à-pitre, un petit focus avec Madeleine. Bonjour Madeleine. Bonjour. Merci d'être là. Alors demain, c'est le jour J. Demain, c'est le jour J pour Welcome à la maison, le salon des loueurs saisonniers. Alors, comment ça va s'organiser pour les gens qui veulent venir et qu'est-ce qu'ils viendront faire ? Alors la meilleure chose à faire déjà, c'est de prendre ses places en ligne sur le site welcomealamaison.com, et parce que le tarif est meilleur. Pour ceux qui ne souhaitent pas le faire en ligne, ils peuvent venir directement sur place. Ouverture des portes dès 8h du matin, donc on ouvre au public à 8h. Début des conférences à 9h, donc ils pourront payer sur place. Et pendant toute la journée, on a un programme de quasiment 10 heures de conférences, de démonstrations, d'animations sur le thème de la location de courte durée. Alors, il faut bien préciser que ça concerne les gens qui ont des maisons, des gîtes, etc. à louer. Ça concerne ceux qu'on appelle les gîteurs, soit qui sont déjà en activité, soit qui ont ce projet-là, mais en tout cas les personnes qui font de l'immobilier locatif de courte durée, donc de la location touristique, pour dire les choses. Et en fait, pendant une journée, on leur permet de se former de manière intensive, de manière accélérée, pour qu'ensuite, derrière, ça fonctionne encore mieux pour eux. Oui, et c'est la 4e édition. En général, ça fonctionne bien pour les gens qui viennent au salon? Les retours sont extrêmement bons parce que ça permet aux personnes qui ont des questions de venir trouver les réponses. Ça permet de venir parler à des spécialistes, à des experts. Ça permet aussi de ne pas rester dans l'ignorance finalement, dans la méconnaissance, sur tout ce qui est fiscalité, sur tout ce qui est subvention par exemple, le côté un peu argent. Et puis de manière générale, ce que les gens nous disent, c'est que ça leur permet d'éviter un peu le côté bon comme ça. C'est-à-dire que je ne sais pas, mais je fais quand même. Je ne sais pas si mon logement est bien équipé, mais mon chéri, bon comme ça. Et donc, oui, les retours sont très bons. Oui. Et d'une manière générale, il faut le dire aussi, Madeleine, c'est que les gîtes se développent de plus en plus, surtout en Guadeloupe. Je ne sais pas en Martinique, mais en Guadeloupe, je veux dire que ça se développe. Pareil, Martinique et Guadeloupe, un chiffre clé par exemple, en 2018, on estimait qu'à peu près 4 nuitées sur 10 en Guadeloupe étaient dans une location saisonnière. En 2021, c'était 6 nuitées sur 10. Donc ça veut dire que ça prend des parts de marché. Et plus récemment, il y a le tour opérateur Exotisme qui a sorti des chiffres. C'est le principal tour opérateur sur les Antilles. Et ils ont dit que le mode d'hébergement favori de leurs clients, c'était justement la location de courte durée. Donc appartements, villas, gîtes, etc. Donc oui, ça se développe bien. Oui. Un dernier mot, quelqu'un qui vous regarde et qui aura un gîte ou un meublé ou un non meublé à aménager, qu'est-ce qu'on peut lui dire? La première chose, c'est de bien penser à son concept. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 10 000 meublés à peu près de tourisme en Guadeloupe. Donc forcément, il faut réussir à se différencier. Proposer juste une maison avec un lit, avec des lits. Ce n'est plus suffisant. La deuxième chose, c'est de bien sous-peser le pour et le contre, parce qu'on n'imagine pas souvent, mais c'est quelque chose qui est très chronophage quand on veut faire les choses bien, quand on veut faire le ménage, quand on veut faire l'accueil, quand on veut faire les départs. Donc vraiment sous-peser son engagement. Puis la troisième chose, c'est de chiffrer.
c'est de chiffrer, parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un investit compte tenu des taux d'intérêt, compte tenu des charges, etc., ben finalement, on peut se retrouver avec un investissement qui n'est pas du tout rentable. Ce serait un peu dommage. D'une manière générale, c'est la dernière question. Une journée, une nuitée en gîte est beaucoup moins cher qu'en hôtel, ou à peu près c'est dans le même niveau aujourd'hui? Parce que j'ai vu des gîtes, comme on dit, de high level en Guadeloupe. Exactement. Aujourd'hui, et c'est ça l'une des caractéristiques de la Guadeloupe, c'est qu'il y a quand même une gamme qui est très élastique finalement, très large de biens. On peut trouver très bien des biens à 40-50 euros la nuitée, donc économique, voilà, pour ce qu'on appelle les voyageurs sac à dos, pour les voyageurs qui n'ont pas beaucoup de moyens, jusqu'à des nuitées jusqu'à 1000 euros. À ce point-là. Donc ça dépend vraiment de ce qu'on recherche finalement, des prestations qu'on recherche, des équipements. Et clairement aujourd'hui, la Guadeloupe, il y en a pour tous les besoins. Rendez-vous donc demain? Rendez-vous demain au CWTC à partir de 8h. Merci Madeleine qui a trouvé le chemin du ZCL cette fois-ci. Je me tourne vers Loïc Martin, on va parler de toute autre chose. Pointe-à-Pitre est un petit peu dans l'actualité depuis quelque temps, mais les jours qui viennent de passer avec la visite de Darmanin, on a encore beaucoup parlé de Pointe-à-Pitre. Qu'est-ce qui se passe à Pointe-à-Pitre, ou qu'est-ce qui ne se passe pas à Pointe-à-Pitre? Alors bonjour Monsieur Zandonis, bonjour aussi à tous vos téléspectateurs. Avant de commencer, je voudrais saluer Monsieur Raymond Rounol qui est à Mortenol, et pour lui donner tout mon soutien par rapport à sa santé. Pointe-à-Pitre, on sait depuis des années qu'il y a toujours un problème de sécurité à Pointe-à-Pitre. On a eu des problématiques d'éclairage, on a eu des problématiques aussi de violence urbaine à Pointe-à-Pitre, et vous voyez bien que même en 2021, quand il y a eu tous les événements, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites à Pointe-à-Pitre. Donc on sait déjà au départ que Pointe-à-Pitre, c'est une ville qui nécessite un fort volet en matière de sécurité, qui nécessite une présence policière constante. Alors on sait bien qu'on ne pourra pas mettre un policier derrière chaque point 3, derrière chaque Guadeloupéen, mais c'est vrai que Pointe-à-Pitre a été mis à l'exergue. Moi, ce que j'ai dit simplement et ce que je regrette, c'est qu'il y a des outils qui sont prévus justement pour lutter contre l'insécurité. On a un outil qui s'appelle le CLSPD, c'est le Comité local de prévention de la sécurité et de la délinquance, qui permet effectivement d'avoir des moyens renforcés sur le territoire. Ce CLSPD a été mis en place suite à l'alerte du maire en août 2023, mais je veux dire c'est un peu trop tard parce que nous-mêmes nous n'avons pas été associés à ça. Mais au-delà des réunions, au-delà des grands-messes, moi ce que je dis simplement c'est que l'ouvrouni des mouns qui carita dans des quartiers, faut y voir, faut y parler bayo. Aujourd'hui, moi, ce que je regrette, c'est que non, on peut pas faire de la sécurité, on peut pas travailler sur la sécurité en faisant un cri d'alerte sur les réseaux sociaux un dimanche comme ça. Oui. C'est un travail de fond. Il faut, comme moi, j'ai entendu hier que les caméras de Pointe-à-Pitre, même s'il n'y en a pas beaucoup, ne sont pas reliées, ne sont pas reliées à la police, c'est une erreur. Ça sert à rien. Si vous avez des agents qui sont sur le terrain de la ville, ils sont 17 en principe, qui derrière la police n'a pas l'information de ce qui se passe, on a une défaillance. Donc je ne suis pas là pour faire de la critique, je suis là pour dire que on a un ministre qui vient. Tant mieux, mais qu'est-ce que ça va nous apporter? Moi je regrette le ministre qui est venu, mais il n'a rencontré que des élus. Il aurait dû aussi rencontrer des présidents d'associations, des présidents de culturels, des associations culturelles, sportives. Et puis, lutter contre l'insécurité, ce n'est pas que de la répression, il y a de la prévention. Aujourd'hui, on n'a pas d'activité sportive à Pointe-à-Pitre. Ça crée aussi du lien. C'est un ensemble, la cohésion sociale. On avait aussi ce dispositif qui consistait à avoir des conseils citoyens qui rassemblaient effectivement des gens de quartier pour échanger, pour discuter, avec qui on présentait une vision du territoire. Mais je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui. C'est ce que je regrette maintenant. Je pense qu'aujourd'hui, il faut plus que jamais saisir la balle au bon, voir effectivement que nous aurons peut-être plus de moyens pour la sécurité pointoise, mais dire que on met un couvre-feu pour des mineurs pendant 2 mois. Alors la première chose, c'est que on sait bien qu'il y a les européennes dans 2 mois, donc ça fait un peu, on pourrait tenter de se dire c'est peut-être une vision un peu électoraliste. Je dirais quand même que c'est un début, mais en même temps, qui va contrôler ces jeunes-là si la police n'a pas les moyens? On voit bien que les syndicats de police aujourd'hui vous disent qu'ils ont besoin de plus de moyens. Nous, on n'a pas attendu que le ministre vienne pour dire qu'il faut plus de moyens. Ça fait plus de 2 ans qu'on réclame qu'il y ait plus de policiers au niveau de la compagnie départementale d'intervention. Donc oui, c'est un début, mais il faut aller encore plus loin. Et je pense qu'il y a un maillage clairement à faire sur le territoire de Pointe-à-Pitre, de Cap Excellence, avec toutes ces associations, toutes ces personnes qui sont des bénévoles et qui prennent leur temps pour cette jeunesse. Il faut les valoriser. Ce ne sont pas tous nos jeunes
qui sont violents, ce ne sont pas tous nos jeunes qui sont délinquants, ce ne sont pas tous nos jeunes qui sont dans la rue, il faut être honnête là-dessus. Je pense que c'est un ensemble. Et puis qu'est-ce qu'on propose à cette jeunesse aujourd'hui? C'est ça aussi le travail de fond. Qu'est-ce qu'on va leur proposer? Qu'est-ce qu'on va leur proposer pour les accompagner au niveau scolaire? Qu'est-ce qu'on fait dans les périscolaires? Qu'est-ce qu'on fait dans les écoles? Beaucoup d'écoles en Guadeloupe, et ce n'est pas que Pointe-à-Pitre. Beaucoup d'écoles en Guadeloupe manquent de moyens, manquent de dispositifs. On voit un taux de chômage qui est élevé. Qu'est-ce que vous allez proposer à ces jeunes-là? C'est ça aujourd'hui. Moi, je rêve d'une Guadeloupe où des jeunes ont des projets et qui puissent les mener à terme. Et c'est ça aussi qu'on travaille. C'est pas que la sécurité au sens physique de la personne, mais c'est un ensemble qu'il faut avoir. Et je pense que c'est une vision tout simplement de territoire. Alors, j'ai reçu ici quelqu'un que vous connaissez, M. Pelliculier, il y a 2 jours. Il disait qu'au niveau du commerce du centre-ville, les choses ne vont pas comme il souhaite. Alors, le commerce et le centre-ville, c'est un grand sujet, moi de façon très neutre. Et je l'ai dit quand on a discuté des orientations budgétaires, du budget et du compte administratif de la ville, je regrette que les actions qui étaient prévues dans les actions cœur de ville, sur le compte administratif, il y a 0 €. Il n'y a rien qui a été fait pour le cœur de ville. On voit qu'il y a quand même des choses qui sont prévues sur le budget 2024. Mais il y a des projets que les gens ont déposés depuis plusieurs années. Et derrière, on s'occupe... Mais qu'est-ce qui bloque alors? Écoutez, moi je vous dis, aujourd'hui, clairement, l'État a beaucoup aidé Pointe-à-Pitre pour l'accompagner financièrement, mise en place du plan quorum, mais on ne peut pas non plus dire que sur les aspects d'animation qu'on met tout de côté parce qu'il y a un déficit. Vous voyez ce que je veux dire? L'État ne vous a jamais dit, moi je veux qu'en 4 ans que le déficit soit à 0 €. L'État vous dit, vous devez me montrer que vous êtes de bons gestionnaires, vous devez me montrer que vous allez tendre vers une réduction du déficit, mais cette réduction du déficit est passée par de l'augmentation de la taxe, de l'augmentation de la taxe et rien sur l'attractivité. Alors maintenant, j'entends qu'on dit on va investir, on va faire. Moi, je ne suis pas dans le on va faire, je veux du concret. Et je pense que les Pointois aussi aujourd'hui, ils veulent du concret. Donc, moi, je trouve que depuis ces 4 années qui sont passées aujourd'hui, parce qu'on est quand même à 2 ans d'une échéance municipale, on n'a jamais eu des projets clairement identifiés qui permettent une attractivité de la ville. On a des problématiques de déchets au niveau de la ville qui continuent. On a des problématiques de sécurité. Avant d'aller, et c'est ça le problème aussi. Et moi je dis avant, c'est comme si vous avez construit une case, mais quand on commence pas à parler de toiture là, on parle de la fondation, on parle des socles. Le socle à Pointe-à-Pitre, c'est quoi? On sait bien, tout le monde le connaît, c'est la gestion des déchets, la sécurité, le sentiment de sécurité, les problématiques de stationnement. Les dents creuses aussi, l'indivision. Donc ce sont des sujets de fond. Moi je suis aujourd'hui, en tant que conseiller régional suppléant à l'établissement public foncier, il y a eu une très belle réunion qui a été organisée qui expliquait effectivement la vision de l'EPF pour Pointe-à-Pitre et pour la Guadeloupe. Donc ça c'est wait and see, on verra comment ça va se dérouler dans les prochaines années. Mais aujourd'hui, clairement, le centre-ville a été le parent pauvre de Pointe-à-Pitre. Or, dans toutes les villes que vous voyez, dès lors que vous voulez animer votre ville, vous devez travailler avec le centre-ville. Moi, je ne rentre pas dans les problématiques de personne. Je dis simplement qu'à un moment donné, on doit faire fonds commun pour l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est quoi? C'est que lorsqu'il y a des commissions qui sont prévues, on a été élu en 2020, lorsqu'il y a des commissions qui sont prévues, qui doivent travailler et que ces commissions ne se tiennent pas, quand on a des conseils municipaux, où il y a eu parfois pas de quorum, alors on nous dit oui, mais l'opposition n'est pas restée pour faire le quorum. Mais j'ai envie de dire, ils sont d'abord une majorité qui doit faire le quorum. D'accord? Donc quand on a une équipe, on doit travailler avec cette équipe, on doit travailler en confiance et en sérénité. On parle d'insécurité, mais je regrette aussi, quand on a un élu, le premier élu de la ville, le chef d'édilité de la ville qui insulte un élu, quand on a un chef d'édilité qui insulte des personnes, ça ne marche pas comme ça. Donc il faut restaurer de la confiance. Moi je ne suis pas sur les problématiques de personnes, moi je dis simplement au point 3, il faut restaurer de la confiance, il faut travailler en sérénité, il faut travailler sur des sujets de fond et j'invite tout un chacun à ne pas être dans une dimension partisane mais dans une dimension collective, aussi bien les associations, aussi bien les maisons de quartier pour qu'on puisse avancer sur les sujets prioritaires de la ville. Alors on va pas comparer. Tout à l'heure, on parlait du festival qui aura lieu à Basse-Terre. La question qui vient tout de suite, c'est finalement le Centre des Arts. Ça va démarrer, c'est parti pour de vrai? Le Centre des Arts, je pense que non, c'est pas parti pour de vrai. J'ai tellement entendu ça que ça va démarrer. Moi, je crois. Alors, première chose, c'est que l'État, de mémoire, s'est engagé à 2 millions pour refaire la salle principale du Centre des Arts. Bon, Monsieur Zandonis, chaque jour qui passe
un bâtiment qui n'est pas réhabilité, il se dégrade. Donc aujourd'hui, il manque près de 22 millions d'euros pour finir ce bâtiment. Il faut savoir qui va les mettre. Aujourd'hui, quand on sait... Non, mais M. Jalton a annoncé... Oui, M. Jalton a annoncé qu'il allait faire aussi un effort, il allait faire sa part. Mais quand vous allez sur un financement, il faut avoir un financement global. Nous, on a proposé aussi au Conseil régional de se positionner là-dessus. Je pense aussi que peut-être le département va se positionner dessus, mais il faut avoir une vision globale. Et puis, moi, je veux dire aussi aux Guadeloupéens aujourd'hui que c'est pas tout de faire des bâtiments, quels qu'ils soient. Parce que je dis rien, la culture c'est important. Mais faire des bâtiments pour dire on investit, on fait un bâtiment, mais il faut penser au fonctionnement. Quand vous avez des bâtiments comme ça qui sont terminés, même si vous n'avez pas de personnes qui arrivent, mais c'est-à-dire qu'ils ont ERP, ont établissement de recevement du public, vous avez un minimum de fonctionnement à prévoir pour ces bâtiments-là. Donc c'est pas un sujet qui est facile, c'est clair. C'est un sujet où on connaît les erreurs qui ont été faites aussi par le passé, mais il est évident que la culture ne peut pas être le parent pauvre. On parle tout à l'heure de sécurité, de cohésion sociale, la culture en fait partie, et la culture a été trop souvent oubliée. Aujourd'hui, quand on dit Pointe-à-Pitre, ville d'art et d'histoire, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais il y a des choses qui se font au niveau culturel, mais il n'y a pas cet éclat qu'on avait connu par le passé. Mais quand vous êtes dans l'opposition, quand vous êtes au conseil municipal, vous n'arrivez pas à faire passer ce genre d'idée? Écoutez, première chose, c'est qu'aujourd'hui, la question du centre des arts est gérée par Cap Excellence, dont d'ailleurs le maire est vice-président de Cap Excellence, et en plus il est au comité de pilotage. Nous, on a effectivement des informations qui viennent moi je ne suis pas communautaire, donc je ne peux pas participer au débat, mais j'ai envie de dire, je pense bien que s'il y a une volonté unanime de faire avancer le centre des arts et que ça puisse se faire, je serais effectivement favorable à ce que ça se fasse. Aujourd'hui, Pointe-à-Pitre a besoin de tout élément qui pourrait lui permettre d'avoir de l'attractivité, pour permettre aux gens de revenir à Pointe-à-Pitre. Il y a aussi une discussion à avoir avec les commerçants. Je pense qu'une ville qui veut travailler en bonne intelligence doit travailler aussi bien avec les commerçants, aussi bien avec les croisiéristes, aussi bien avec les élus, aussi bien avec les agents de la ville. C'est un vrai job. Alors, vous êtes conseiller régional, je suis obligé de vous poser la question. Quand est-ce que le conseil régional a pris position pour Maryse Condé, comme l'aéroport Maryse Condé? C'est un sujet, vous savez, c'est un sujet qui fait grand débat. Personnellement, il n'y a pas eu aujourd'hui de discussion. Il n'y a pas eu de discussion? Non, il n'y a pas eu de discussion aujourd'hui au conseil régional pour savoir si l'aéroport allait s'appeler Maryse Condé ou qui que ce soit. Moi, ce que je dis simplement, j'ai vu le président de la République aussi s'est positionné en disant qu'il était favorable à ce que l'aéroport porte Maryse Condé. Je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas faire de la politique par l'émotionnel. Si cet aéroport doit être baptisé, il le sera, quel que soit le nom que ça doit être. Mais je pense que la bonne règle suppose qu'il y ait ce qu'on appelle une commission éponyme pour savoir quel nom qu'on lui donne, qu'on puisse dire mais quels sont les critères et qu'est-ce que finalement ça va nous apporter ou pas. Maintenant, si je le dis en toute neutralité, quand on n'a qu'à regarder, quand Teddy Riner gagne une médaille aux Jeux Olympiques, on dit il faut l'appeler aéroport Teddy Riner. Quand Maryse Condé décède, on dit il faut l'appeler Maryse Condé. Quand Marie-Josée Pérec avait gagné, on dit il faut l'appeler Marie-Josée Pérec. Non mais c'est vrai. Quand Michel Chevrier est morte, je dis crier Michel Chevrier. Quand les 8 mars, je dis crier Géotia Archimède. Moi, vous savez, on va penser qu'on peut mettre tous ces noms-là, ça, si effigie Habitat Mouna. Mais ce que je dis simplement, c'est que la mission première de l'aéroport, c'est d'accueillir et de recevoir en toute sécurité des personnes. Maintenant, après... Parce que M. Bièvre m'a dit qu'il n'a pas été consulté non plus. Si M. Bièvre vous a dit ça, non, mais il m'a dit ça, mais je pense que c'est vrai. Oui. Mais moi, je sais, en tout cas, pour ma part, en tant que conseiller régional, il n'y a pas eu de... D'ailleurs, le président du conseil régional l'a annoncé lors de la veillée populaire pour Maryse Condé, au MACT. Donc après, charge à lui peut-être d'entamer les démarches dont il a la responsabilité. Oui. Une dernière chose quand même, sur le développement de Pointe-à-Pitre, on voit quand même que la plupart des organismes importants ont quitté la ville quand même. Oui, mais c'est très vrai. Alors, première chose, il faut savoir, c'est que logiquement, dans le prochain programme Action Cœur de Ville, il est prévu qu'il y ait plus d'avantages et de subventions pour permettre aux gens de revenir s'installer à Pointe-à-Pitre. Ouais. Malheureusement, vous savez comment quand les gens sont partis, c'est difficile de les faire revenir. Moi, je l'ai voté pour.
que la sécurité sociale, la CGSS puisse revenir au niveau de la maison de quartier de Bergevin, parce qu'en fait c'est un rôle aussi de proximité qu'on ne doit pas délaisser. Donc après, je pense qu'il y a un vrai lobby à faire vis-à-vis de ces institutions-là pour qu'elles puissent revenir à Pointe-à-Pitre. En fait, quand il y a eu le départ aussi de l'IEDOM, Pointe-à-Pitre a beaucoup souffert de ça, le départ de la sécurité sociale, parce qu'en ville, il faut une activité, il faut une immunité à passer. Donc c'est ça qui crée du chaland pour les commerçants. Mais oui, là, on va partir de la Pointe quand même. On pas penser pour l'instant, mais on va penser qu'il était Pointe-à-Pitre quand même. Mais cela dit, elle mérite un rafraîchissement. Hein. Il faut lancer un signal. Et ça, on l'a toujours dit, parce que quand on voit l'état de la mairie, moi je vous dis un truc, quand je vois qu'on est en novembre, nous allons mettre mairie là, comme si c'était Casa Voldemort, je crois, ok, ça m'embête pour Halloween que Pointe-à-Pitre y a point pour ça. Moi je pense qu'il faut valoriser Pointe-à-Pitre, et je regrette effectivement que le maire ait eu l'idée et dit que Pointe-à-Pitre soit un coupe-gorge. Moi je pense que Pointe-à-Pitre ne doit pas être un coupe-gorge. Je pense qu'il faut travailler avec tout le monde, et il faut le faire. Dernière chose que je veux dire, M. Zandrounis, c'est que demain, nous serons avec notre équipe du projet Pointois et de la section socialiste à Pointe-à-Pitre. C'est à 10h30 à la Cité. Je ne sais pas si vous le voyez. Un bic à parole. Voilà, je vais l'envoyer. Parfait. Au point tout bitin. Donc, c'est un bic à parole nous qu'a fait, parce que c'est. Vous l'avez fait exactement. Alors, au Paul Chochon, parce que nous n'avons pas laissé Mouna, parce que Mouna dit nous comme ça que, oui, que pareil, hein, que l'IOT engagé à ce que l'urologie a même conditions financières. Or, il y a que le loyer a doublé, voire triplé. Donc, nous avons discuté avec eux pour qu'il parle nous dans ça. Merci beaucoup d'être venu. Alors je rappelle Madeleine, donc demain 8h. Demain 8h, c'est WTC. Bon, ok. Ben à bientôt. Avec plaisir. Merci d'être venu. Merci à vous. Voilà, 13h26, dernière séquence tout à l'heure avec Manik Siartika, président de la maison d'édition de livres audio, Une voix, une histoire. Ce sera tout à l'heure en direct. Et on va terminer comme ça. À tout. Voilà, il est déjà 13h31. On va recevoir un instant Manik. Oui. Bonjour. Bonjour. Avec elle, on fait un petit point sur l'actualité audio et sur l'actualité aussi du livre. Mais avant, on revient à l'actu avec Iman News. Oui, on va parler du reportage de Maurice Cessé en lien avec Jackson Richardson, qui est chef de mission délégué pour la délégation française liée aux Jeux Olympiques. On voit un reportage de Maurice Cessé. En fait, déjà, je vais répondre plutôt à la deuxième question. Non, mon rôle en tant que chef de mission, comme vous savez, c'est le CNOSF qui est au service de toutes les délégations, de toutes les fédérations, et surtout aussi mettre en avant que les athlètes soient dans les bonnes conditions pour pouvoir performer. Les choses qu'ils ont à faire, c'est d'arriver dans le jour J au village, enfin prêts, et de dire voilà, qu'eux, ils ne sont pas à se poser la question. Ce qu'ils ont à faire, c'est de performer, de faire ce qu'ils savent faire, c'est d'être présent à 100% dans la compétition. En fait, il n'y a pas que ça. En fait, moi mon rôle de chef de mission aussi, je suis le lien direct avec les CIO. S'il y a un problème je souhaite que ça n'arrive pas, s'il y a un problème de dopage, s'il y a un problème d'un de nos athlètes il y a un problème d'harcèlement, tous ces problèmes-là. Bon, en fait, c'est mon rôle à moi, justement, c'est d'aller aider mon athlète. Et en fait, mon rôle à moi aussi, en tant qu'ancien sportif, c'est de pouvoir les accompagner dans leur victoire, mais les accompagner aussi s'il y a des échecs. Parce qu'on sait que dans les Jeux Olympiques, il y a 560 athlètes. Il y aura pas tout le monde sera satisfait de leur performance. Alors mon objectif, c'est d'être là avec eux. C'est un rôle quand même important et délicat et sous pression permanente. Oui, bien sûr, parce que ça va être important, délicat, sous pression dans le sens que pendant déjà avant la compétition, jusqu'à maintenant, là aujourd'hui, on est déjà pour pouvoir les préparer, de mettre dans les conditions qu'ils puissent déjà pratiquer leur entraînement, leur sélection. Mais après, c'est dans la compétition, il faut impérativement qu'on soit vigilant à 100%, on soit disponible avec mon équipe. Il n'y a pas que moi, il y a mon équipe aussi, on sera disponible pour pouvoir satisfaire leurs demandes si nécessaire. Il n'y a pas de temps mort, Jackson. Non, justement, il n'y aura pas de temps mort. Ça va commencer à 7h du matin, qui va se terminer à 4h du matin pendant tous les jours. Alors je pense que j'ai une préparation à faire aussi, moi, pour pouvoir être performant
pendant les Jeux Olympiques. Voilà, il est déjà 13h34, dans un instant, on parlera avec Manik. Alors on revient sur le focus du jour, c'est parti pour 1 minute et 32 secondes. Alors on va parler aujourd'hui de la conférence de Bandung. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est, mais vous allez le savoir. C'est une conférence qui s'est tenue du 18 au 24 avril 1955 à Bandung, en Indonésie, et réunissant pour la première fois les représentants des pays d'Asie et d'Afrique nouvellement indépendants. C'était à l'époque des indépendances qui avaient commencé dans les années 60, pour affirmer leur volonté d'indépendance et leur non-alignement sur les puissances mondiales de l'époque. La conférence de Bandung a réuni 29 pays quand même, dont 23 d'Asie et 6 d'Afrique, sous la présidence du leader indonésien de l'époque, M. Sukarno, on s'en souvient, il a marqué l'entrée de ce qu'on appelait à l'époque, ce mot-là a disparu, du tiers-monde sur la scène internationale et condamné la colonisation et l'impérialisme particulièrement l'apartheid en Afrique du Sud. C'était, je vous rappelle, en 1955, c'était pas hier, mais enfin c'était quand même un moment important. La Guadeloupe était là, mais non, nous pas été indépendants, et nous pas indépendants toujours. Donc nous n'étions pas là. Voilà, c'est fait. On va parler maintenant d'audio avec Manik, générique, et on revoit tout de suite le contenu. Maman cherche le secret. Les bœufs tranquilles hochent la tête en souriant. Ils ne connaissent pas le secret. Les mangues pèsent lourd aux branches feuillues des manguiers. Leurs joues rougissent. Elles ne connaissent pas le secret. Voilà, une voix, une histoire, des images avec Manik. Bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui, et toi, ça allait, on allait bien? Ça va, oui, on se prépare à partir. On est toujours content de te savoir en Guadeloupe, mais là, à l'extérieur, nous pas collègues. Bon, alors, donc on va parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler de Jean Juravert, qui est auteur guadeloupéen. Oui, pour être guadeloupéen, oui. Qui a fait un recueil de contes, donc Fables et contes afro-antillais, c'est sorti aux éditions Présence africaine. C'est un recueil de contes qui s'éloigne vraiment de ce que la mondialisation nous a imposé. Hein. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Oui, c'est possible. C'est possible de ne pas vivre heureux et d'avoir beaucoup d'enfants. Donc ce sont des contes avec une morale. Et donc c'était important de revenir sur ce type de contes parce que voilà, c'est des contes qui partagent de vraies valeurs. On ne peut pas s'amuser à embêter quelqu'un et puis voilà, tout se passe bien. On ne peut pas manger un pot madame ou nous pas connaître. Et puis le prince vient, il arrive, il te fait un bisou et tout va bien après. Et tout va bien après. Et malheureusement, sous prétexte de mondialisation, je trouve qu'on écoute de moins en moins nos histoires alors qu'elles nous ressemblent. Il y avait de vraies transmissions et puis aussi sous prétexte de mondialisation, nous avons une éducation finalement qui n'est même plus celle qu'on a connue. N'en parlons même plus. Mais c'est volontaire, le choix en tout cas de ce recueil de contes. Ça veut dire que le Tim Tim Boissec est fini? Le Tim Tim Boissec est fini. Comment est-ce qu'il a été transmis? Est-ce qu'aujourd'hui, les enfants de 7 à 8 ans, comme quand j'avais 7 à 8 ans, on a encore du Tim Tim Boissec? Alors, on en a encore parce qu'il y a des acteurs culturels qui permettent, encore une fois, que ça puisse être transmis, mais pas suffisamment. Pas suffisamment. On sait que les enfants passent beaucoup plus de temps à l'école qu'à la maison ou dans des associations, puisqu'il y en a de moins en moins de financés. Ça aussi, c'est une réalité. Et que finalement, les écoles, les histoires de l'école ne sont pas des Tim Tim Boissec ou des Yécri qui craque. Ce sont encore des histoires qui sont beaucoup trop éloignées de ce qu'on connaît. Donc ça crée en tout cas un vrai déséquilibre et je trouve que les contes traditionnels en tout cas étaient vecteurs de bonne conduite. Là nous t'es qu'à parler de Soukounion de Diablesse à 18h au Paterlar il a encore. Ah ça c'est clair. Ou pas t'es qu'à passer en bas. Mais c'est ça en fait. Et encore une fois je trouve que on passe beaucoup trop rapidement et sous prétexte de mondialisation qu'on serait peut-être has-been parce qu'on fait pas comme les autres, on va adopter des pratiques qui ne sont pas les nôtres, alors que ce qu'on faisait fonctionnait très bien. Et on se retrouve à ce que quelqu'un vienne nous dire écoutez, il faut que vos enfants à 20h ils soient chez eux. C'est logique.
Enfin, complètement. C'est du bon sens qu'un enfant mineur, et je dirais même scolarisé, soit à 20h chez lui. Enfin, voyons. Voilà. Et c'est pour ça que j'incite vraiment les parents à revenir sur l'écoute, la lecture de nos contes traditionnels. Parce qu'encore une fois, le monde, il n'est pas gentil, le monde, il n'est pas beau. Le prince charmant, à part dans au rayon biscuits, il n'est pas à portée de main. Par contre, en tout cas, effectivement, dans la rue, on peut rencontrer des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes et qui peuvent entraîner nos enfants dans des dérives pas possibles. Tout à fait. Ça arrive de plus en plus, malheureusement. Tout à fait. Bien. Alors non, mais je disais Tim Boissec, mais parce qu'en plus, je me souviens, il y avait même des divinettes en créole. Oui, tout à fait, les gédimaux. Des bouillants pas pêchés. Ah non, des boulins font là. Des boulins font là. Des boulins font là. L'opan. Coco. Ah, des boulins font là, mais c'est fouillé à pain. Ah, d'accord. Ok, je connaissais pas. Tablier derrière d'eau. Tablier derrière d'eau. Voilà, zong. Ok. Bon, enfin bref. Glocaré. Oui, hein? Glocaré. Glocaré, glace. Oui, glaçon. Ah, il a nous découvert ça. Hein? Ah ouais. Ouais, bon. Nous faisons éducation. Bon, alors continue. Alors, on recommande alors les fables et contes à Frontier de Jean Girard. Oui, tout à fait, je les recommande et on va écouter. Alors, pour aujourd'hui, on va écouter 2 histoires complètes. Voilà. D'accord. On se fait plaisir. Voilà. Oui, ben voilà, ces 2 histoires, effectivement, avec le héros et l'alligator. Donc, on a dit au héros de ne pas y aller. Il y va quand même. Donc, c'est vraiment discuter avec les enfants autour de ça. On te donne un conseil.
n'y va pas. Ben voilà, le héron, il y va. Ben, il se fait croquer. Mais c'est ça, c'est la morale du conte. Et pareil sur le rat. Donc on a un rat qui embête tout le monde, qui se croit donc chastrein, il se croit supérieur aux autres, et il pense pouvoir gouverner comme ça. Et ben oui, on tombe toujours sur plus fort. Oui, comment on dit ça, réveille? Ça réveille. Et c'est ça en fait. Et malheureusement aujourd'hui, on a des contes qui, dans une impunité totale, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En tout cas, dans la vraie vie, c'est pas ça. Alors, on va terminer avec les sorties de la semaine, comme d'habitude. Oui, alors les sorties de la semaine. Les dédicaces en librairie. Allez, dans toutes les librairies de Guadeloupe, il y a des dédicaces. Le CAC qui propose une exposition à ciel ouvert d'œuvres d'artistes. La plage. Pendant tout le mois de mai. Pendant toute l'année. Oui. La plage pour apprendre à s'approprier son littoral et à le respecter. Dire bonjour à son voisin, c'est aussi une sortie. Amener son enfant chez le camarade à qui il a emprunté le stylo qu'il a ramené chez vous, alors que vous savez pertinemment que ce n'est pas vous qui l'avez acheté. Parents, encore une fois, je crois qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'actions sécuritaires et militaires sur l'éducation de nos enfants. Je crois qu'il faut revenir à l'essentiel. Oui. On ne peut pas laisser un petit moun rentrer à casa, elle veut un bitin ou 7 ans ou pas acheter. C'est ça. C'est pas possible. Et ça va du stylo, parfois un t-shirt, parfois des chaussures. Non. Ou un téléphone portable. Ou un téléphone. C'est pas à un moment donné, on est en train de culpabiliser les enfants. Ils ont été éduqués. Et c'est là, en fait, qu'il faut aller chercher ce qui s'est passé. Absolument. Donc, ce n'est pas à l'État à nous dire ce que nous devons faire. En tant que citoyen, on doit être responsable et savoir et avoir une vision et de l'ambition pour nos enfants. Tout à fait. Je soutiens. Tout à fait d'accord. Voilà. C'est pratiquement fini pour aujourd'hui. 13h46. Depuis ce matin, ce midi, on a reçu Alex Boyau, qui est adjoint au maire de la ville de Bastère. Pourquoi? C'était pour ça. Tu pars au courant? Alors, voilà. Festival de Bastère. Est-ce que tu seras en Guadeloupe à cette époque? Alors, je suis sur le départ. C'est du 2 au 5 mai. Oui, je suis encore là. Bon, je vais essayer. Bon, alors, ils font un petit tout Bastère. Oui, il y a plein de choses qui se feront. Ensuite, on a reçu Madeleine King, organisatrice du salon des loueurs saisonniers, c'est demain au World Trade Center. On a reçu aussi Loïc Marteau, le conseiller municipal de Pointe-à-Pitre, justement, qui était allé dans le même sens que toi, sur ce qui se passe en ce moment Pointe-à-Pitre et au venu au centre de l'actualité. Mais malheureusement, si on dit le bad buzz, c'est arrivé. Mais enfin, il donne rendez-vous demain pour un bic à parole. Ça se fait à Pointe-à-Pitre aussi. Et puis, on a terminé avec Manic. C'est un TTK. Ah ouais, je sais, c'est à cause du TTK. Ah, tu penses que c'est du Manica, oui? Manica, oui, voilà. Et l'actualité, le retour sur l'actu, c'est avec Iman News. Oui, au niveau de l'actualité, on a parlé de cette réunion du CAPEPEG contre la fermeture de la classe Ulysse à Capesterre-Bello. Donc cette fermeture n'aura pas lieu. On rappelle que ce dispositif permet aux enfants en situation de handicap d'avoir un accompagnement scolaire adapté. Il était aussi question du débat Timoun en Oula-Jol, c'était à Sainte-Anne, donc avec une historienne, une psychologue, l'occasion de revenir sur l'impact sur les familles, pour les enfants, enfin les jeunes qui font l'expérience de la prison. Et on est venu aussi sur les derniers jours de la visite ministérielle, donc avec cette visite au barrage anti-Sargasses. Est-ce que tu as vu Sylvie Gustave Duflo? Ah, oui. Elle avait un t-shirt jaune. Vert. Ouais. Oui, c'était jaune, non? Okay. Oui, tout à fait jaune. Mais oui, là, voilà. Jaune, vert, voilà. Tu parles daltonienne. Bon, le focus du jour, c'était sur Bandung. C'était un moment très important dans l'histoire des pays de ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde, depuis la mondialisation, pas le moins de ça. C'était du 18 au 24 avril 55 à Bandung, en Indonésie. Ça a fait très loin, mais c'était la première fois que tous les pays du dit tiers-monde, ce qu'on appelait à l'époque, s'étaient réunis pour voir marquer leur opposition à la colonisation et à l'impérialisme. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On vous remercie d'être avec nous du lundi au vendredi. On remercie Iman, merci d'être avec nous avec son sourire. Merci Manic. Merci. Oui. On va y arriver. Voilà, oui, j'arrive encore, entraînez-moi, arriver. Et la réalisation a été assurée par Yann avec le soutien de Doris en backstage. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Lundi, nous et les autres encore. Bon week-end et qu'un béfort.